Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Excusez-nous pour ces quelques petites minutes de retard. On avait quelques petits mécanismes techniques à pouvoir réaliser. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte, puisqu'on est une bonne vingtaine. Voilà, c'est plutôt important. Et c'est plutôt tout à fait satisfaisant. Donc, c'est super, il n'y a pas de souci. Moi, je me présente, Julien Paulet. Je suis l'animateur en fait de l'espace de coworking Le Tarmac, que vous voyez derrière moi, qui est géré donc par la communauté de communes Cœur du Var. On est situé au Luc en Provence. Donc l'espace de coworking, qu'est-ce que c'est? C'est un espace en fait tout simplement où vous pouvez travailler de manière efficace dans des locaux adaptés. Vous avez aussi un pôle création d'entreprise dans lequel vous Bonjour. avez éventuellement une dizaine de partenaires qui peuvent vous recevoir gratuitement, dont fait partie la chambre de métier qui va intervenir ce matin et aussi le pôle emploi. Voilà. Et vous êtes là sur cette semaine, sur la semaine nationale de l'artisanat. Et c'est pour ça qu'on voulait faire tout simplement un focus sur les différentes étapes d'une création d'entreprise artisanale. Voilà un petit peu le contexte. Je vais laisser de toute façon la chambre de métier se présenter et puis les conseillers Pôle emploi qui sont présents. Juste avant, pour vous dire que, étant donné qu'on est nombreux, on ne va pas forcément faire de tour de table pour que chacun se présente parce que sinon ça serait un petit peu trop long. Vis-à-vis des questions que vous aurez, vous pourrez les poser sans aucun problème, mais plutôt à la fin de la présentation, parce que sinon ça risque d'être un petit peu trop confus. On a décidé aussi d'enregistrer la session, tout simplement pour pouvoir faire un replay sur les réseaux sociaux pour les gens qui ne pourraient pas ou qui n'ont pas pu être présents ce matin. S'il y a quelqu'un sur lequel il y a un souci, il faut le dire tout simplement. Et si c'est bon pour tout le monde, on continue là-dessus. Et étant donné qu'on est nombreux, je vous demanderai en fait tout simplement de pouvoir couper vos micros durant les interventions des différents animateurs, alors, simplement pour pas qu'on ait de bruit intempestif qui peut être un petit peu gênant. Voilà un petit peu les quelques petites consignes. On va pas aller plus loin là-dessus. Est-ce qu'on est tout bon pour tout le monde? Oui. Allez, super. Donc si on est tout bon, je vais laisser la main de toute façon euh, à Ursula Chalard, donc du coup alors hop, j'ai des petits soucis. Ah, c'est bon. Donc du coup Ursula Chalard de la Chambre de métier qui va présenter la structure et puis après le pôle emploi et puis après on attaque. Allez, c'est à toi Ursula. Et bonjour à tous. Je suis Ursula Chalard, donc conseillère en entreprise à la Chambre de métier à La Valette. Ouais. Et du coup, on va vous présenter ce matin les différentes étapes de la création d'entreprise. D'abord, je vais laisser le Pôle emploi se présenter. Mais Ok. bonjour. Ah, vas-y, Claire, à Vas-y, toi vas-y. ou d'abord moi? Non, vas-y, Alors, vas-y. bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis désolé, j'ai juste un petit souci d'ordinateur, donc j'ai pas de caméra parce que je suis tout flou sinon, donc c'est pour ça qu'on me voit pas. Je suis monsieur Guillaume Grégoire, Pôle emploi, donc au Canet des Morts, conseiller indemnisation et également référent création d'entreprise au niveau de l'indemnisation au Pôle emploi du Canet des Morts. Voilà. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Madame Carrie Clara. Je suis donc conseillère à l'emploi au sein de l'agence du Canet des Morts de Pôle emploi. Et je suis également donc référente sur la création d'entreprise, mais du coup, côté placement, côté emploi. Voilà. Ok. Eh ben super, super. Merci Clara, merci Guillaume et merci Ursula. On va passer un petit peu au vif du sujet parce que c'est le plus important. Il y a encore quelques personnes qui sont en train de se connecter. Allez, on est parti. Allez, très bien. Et Alors, n'hésitez pas à prendre un maximum de notes. exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, n'hésitez pas à prendre un maximum de notes, voire des captures écran ou des photos, en fait, tout simplement de votre. Si vous êtes sur ordinateur, c'est plus simple. Sur téléphone, c'est un peu plus compliqué, mais sur l'ordinateur, de faire des photos aussi. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un temps d'échange à la fin pour pouvoir justement répondre à toutes vos questions et si justement il y a des questions peut-être aussi un peu plus personnelles sur votre projet, pouvoir aussi y répondre. Voilà, donc tu peux passer à la diapo suivante. Oui. Alors, attends. Tac. Voilà. On va voir en fait deux parties assez brièvement, les étapes d'abord de la création d'entreprise et le parcours en fait que l'on propose plus spécifiquement aux artisans. On va dire les étapes de la création, ça peut concerner n'importe qui, que vous soyez au commerce, à l'URSSAF ou à l'artisanat. Et le parcours, c'est plus un parcours artisan, donc je le mettrai plus vers la fin. Donc je vous toucherai deux mots dessus vers la fin. Alors, au niveau des étapes.
on va dire que le parcours se découpe en plusieurs étapes. La première étape, c'est surtout l'idée adéquation projet. Donc, on va revenir dessus. On va également parler du marché, de l'étude de marché, de la clientèle, des prévisions financières et du financement, des statuts juridiques. Donc, on va essayer de balayer un peu tous les statuts qui existent en insistant peut-être un peu plus sur la micro-entreprise, car c'est le statut, on va dire, qui a le vent en poupe, pour finir par l'immatriculation. Alors, au niveau de l'idée adéquation projet, donc là, tout le monde, plus ou moins, y a déjà pensé. C'était vraiment voir au démarrage vos motivations. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous souhaitez créer une entreprise? Est-ce que vous connaissez justement les contraintes de la création d'entreprise et les avantages? Il y a les avantages des contraintes, il y a les deux. Et vos contraintes aussi personnelles. Beaucoup de personnes vont le prendre en emploi principal. On ne va pas avoir la même approche. Si c'est un emploi principal, si c'est un complément d'activité parce que vous êtes étudiant ou retraité ou salarié et que ça vient en complément, ou certaines personnes le font aussi en passe-temps ou en loisir. Donc là, il faut bien réfléchir aux motivations de la création de votre entreprise et à toutes les contraintes qui peuvent se présenter, c'est-à-dire les contraintes aussi d'horaire, contraintes de budget. Bref, on va vraiment tout prendre en compte pour pouvoir vous accompagner au mieux. Il faut également se pencher sur vos compétences actuelles. Quand on devient chef d'entreprise, certes, il y a le métier, donc le métier que vous allez faire. Imaginons que vous soyez plombier, carreleur, je ne sais pas, créatrice de bijoux. Donc, il y a le métier que vous devez normalement déjà maîtriser, ou vous êtes peut-être en train de vous former. Vous allez vous former sur le tas, c'est possible aussi. Et la réglementation liée au projet. La réglementation, il y a certains métiers qui nécessitent donc des diplômes ou des qualifications ou des formations. On va revenir sur ces métiers-là. Pour finir finalement sur la faisabilité commerciale. Faisabilité commerciale, comme ça, c'est un grand, grand mot. Mais en réalité, c'est juste se pencher justement sur, on va dire, l'étude de marché, savoir est-ce que j'ai déjà des clients potentiels, quelle serait ma cible de clientèle, est-ce qu'il y a une tranche d'âge, est-ce qu'il y a un secteur géographique, voilà, est-ce qu'il y a un genre aussi. Parfois, il peut y avoir, c'est plus un public féminin, plus un public masculin, par contre, ça s'adresse peut-être aux enfants, un public un peu plus petit. Donc là, il faudrait voir aussi quelle est finalement votre clientèle cible ou vos clientèles cibles, il peut y en avoir plusieurs, et la faisabilité financière. Ce qu'on appelle aussi le prévisionnel d'activité, savoir quelles sont vos ressources au démarrage, qu'est-ce que vous avez déjà en apport en nature, donc c'est-à-dire en matériel, en apport en numéraire, donc en ressources financières, en argent. Qu'est-ce que vous avez au démarrage? Est-ce que vous souhaitez faire des emprunts derrière? Est-ce que vous souhaitez bénéficier de différentes aides? Voilà, c'est vraiment faire le topo sur tous ces petits éléments pour commencer et avant de se lancer. Alors, on va également faire le point sur le centre de formalité. Donc, beaucoup de personnes suivent en général les réunions de la chambre de métier et ne dépendent pas forcément de la chambre de métier. C'est vrai qu'il y a quelques petites particularités. Donc, il y a différents centres en fait, de formalité. Le premier, donc là, sur le diaporama, la chambre de métier, on va essentiellement avoir les activités du bâtiment, toutes les activités du bâtiment. L'alimentation de détail, c'est-à-dire les food trucks, les pizzerias, les restaurants. La particularité, c'est si on fait de la vente sur place et à emporter, on dépend de la chambre de métier. Si on fait de la vente que sur place, on dépend de la chambre de commerce. C'est vraiment une toute petite différence. Donc, par exemple, vous faites un food truck, forcément, c'est emporté. Ça dépend de la chambre de métier. Vous ouvrez un restaurant sur place et emporter, la chambre de métier. Si vous faites un salon de thé sur place, c'est la chambre de commerce. Et ça, il n'y a pas de souci, on pourra refaire un point avec un agent formalité. On relève également les activités de service. Service, c'est-à-dire tout ce qui va être main-d'œuvre aussi dans le BTP. Par exemple, le service à la personne, homme toute main, ce qu'on appelle la petite bricolage, le secrétariat, tout ce qui est aide, ménage. Toutes ces activités de service dépendent également de la chambre de métier et les activités de production, donc de la fabrication. Fabrication de meubles, fabrication de bijoux, fabrication d'objets divers. Ça dépend également de la chambre de métier. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne dépendez pas d'un autre centre de formalité. Je vais vous prendre un exemple concret. Imaginons une créatrice de bijoux, donc c'est une activité de production, elle dépend de la chambre de métier, mais à côté de ça, elle achète des bijoux tout faits sur Internet, sur eBay par exemple, sur eBay, sur Etsy, qu'elle revend. Elle fait une petite marge dessus, donc ce n'est pas elle qui les a fabriqués. C'est un acte de revente en l'état, elle dépendra également de la chambre de commerce. Même exemple, Pizzaiolo, pour l'activité d'alimentation, il dépend de la chambre de métier, mais à côté de ça, il achète des canettes, des bouteilles qu'il revend telles quelles. C'est un acte de revente en l'état, il aura une double IMAT au commerce.
Et imaginons qu'en plus de ça, si je reprends l'exemple de la créatrice de bijoux, elle souhaite proposer des ateliers, des formations. C'est une activité finalement à caractère intellectuel, donc elle aura une triple immatriculation à l'URSSAF. Donc là, pour vous dire, on peut être de partout, mais ça pose aucun souci. Si vous avez une activité qui dépend de la chambre de métier, c'est donc le centre de formalité dominant, vous venez à la chambre de métier, vous immatriculez, et nous, on transfère le dossier au commerce, à l'URSSAF et à tous les partenaires. Donc, ça pose aucun problème. Alors, la grosse question, c'est est-ce que mon métier est réglementé? Donc, réglementé dans le sens, est-ce qu'il nécessite un diplôme, une expérience professionnelle, des formations préalables ou des autorisations, des déclarations? Donc ça, on va revenir dans le détail. Il y a des métiers qui nécessitent 3 ans d'expérience ou à défaut, si on n'a pas 3 ans d'expérience dans le métier, donc justifié à l'aide de fiches de paie, un diplôme de niveau CAP. Donc, c'est soit 3 ans d'expérience, soit un diplôme de niveau CAP, ou à défaut, si vraiment on ne peut pas embaucher une personne qualifiée qui a soit le diplôme, soit l'expérience. Je vous mettrai juste après la liste de certains métiers. Une formation préalable aussi. Certains métiers, par exemple, quand vous allez faire de l'alimentaire, vous allez avoir la formation hygiène alimentaire, HACCP, qui sera nécessaire pour commencer votre activité. Et par exemple, si vous faites du service à la personne, si vous souhaitez faire bénéficier du crédit d'impôt à vos futurs clients, il y a notamment une autorisation à demander au niveau de la directe, en fait, pour avoir un code. Si vous souhaitez également vous occuper d'un public, on va dire, un peu plus fragile, c'est-à-dire enfants de moins de 3 ans, personnes en situation de handicap ou personnes de plus de 65 ans, il y a un agrément également à demander. C'est pour ça que je vous dis, donc là, il faut un peu se pencher aussi sur, on va dire, la réglementation liée à votre projet. Alors, au niveau justement des métiers réglementés, des différents secteurs, là, c'est une liste non exhaustive, on va voir tout le bâtiment. En général, tout le bâtiment, donc soit 3 ans d'expérience sur le diplôme, donc tout ce qui concerne le gros œuvre, le second œuvre, la finition, tout ce qui est mécanique, carrosserie, les soins esthétiques, la coiffure à domicile, c'est un CAP, la coiffure en salon, c'est un DP, la réalisation de prothèses dentaires et tous les métiers de bouche, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, la fabrication de glace. Maintenant, beaucoup de métiers ne sont pas réglementés. Par exemple, homme toute main, quand on fait du petit bricolage, le service à la personne qui nécessite juste en fait l'autorisation, mais ce n'est pas réglementé, le secrétariat, la fabrication d'objets divers. Vous avez une liste, vraiment une panoplie de métiers non réglementés que vous pouvez faire sans diplôme ou sans qualification. Donc, comme je vous le disais à l'instant, là, je vous ai juste remis des critères. Soit le diplôme, donc le CAP, ou le BEP, c'est effectivement le métier est différent. Le diplôme, donc c'est un diplôme de niveau 5, hein, ou 3 ans d'expérience dans le métier, ou à défaut, embaucher une personne en CDI avec un contrat de travail qui elle-même peut justifier de l'expérience ou du diplôme. Alors, là, ça se découpe un petit peu. On va revenir sur l'étude de marché, un peu plus dans le détail. Au niveau de l'étude de marché, donc la première chose à voir, forcément, c'est le marché. Alors, sur quel marché je souhaite m'implanter? Est-ce que c'est local, national, parfois on a même international? Quel serait mon marché? Mon marché est ma zone de chalandise, plus précisément. Quand on a un local, donc c'est plus simple en fait, c'est plus simple défini. Imaginons que vous ayez justement un restaurant, une vente, par exemple une boutique de bijoux, d'objets divers. Vous allez avoir une zone de chalandise, c'est-à-dire une zone, un nombre de kilomètres autour desquels la clientèle sera plus facile à capter. Forcément parce qu'ils vont passer devant, ils vont pouvoir se garer, tout ça. Maintenant, si vous faites de votre domicile, il y en a énormément qui sont à domicile et qui se déplacent chez les clients. Par exemple, bon, quand on est dans le BTP, forcément, on se déplace. Et si vous faites, par exemple, de la vente aussi au domicile des clients, il y en a, par exemple, qui sont coiffeuses à domicile, esthéticiennes à domicile, des choses comme ça. Ou si vous faites de la création d'objets sur les marchés, vous allez avoir une zone dans laquelle vous allez intervenir. Il est important de définir cette zone, justement, pour savoir quelle clientèle on accepte. Et si on prend une clientèle un peu plus loin, au démarrage, ce n'est pas grave, mais savoir est-ce qu'il y a des coûts de déplacement, d'autres choses que l'on souhaite finalement mettre en place. Ce marché, le fait de l'étudier, ça permet donc de définir la clientèle que l'on cible, où se trouve ma clientèle. Comme on l'a dit, il faut aussi définir un peu une sorte de, qu'on appelle de persona de la clientèle. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce qu'il y a un public plutôt féminin ou masculin? Finalement, sur ce public-là, comment je fais pour le capter? Et comment je vais communiquer? Est-ce que c'est plus par les réseaux sociaux? Ça sera plus du bouche à oreille, ou finalement chez des partenaires?
Voilà, toutes ces petites questions. Les fournisseurs, c'est important aussi. Est-ce que je prends des fournisseurs finalement locaux? Avoir les prix, vous regardez les prix, forcément, vous allez comparer les prix et les tarifs des différents fournisseurs. Est-ce que je prends finalement des fournisseurs en ligne? Est-ce que j'ai une marge de négociation quand je fais des commandes, notamment, est-ce que je peux bénéficier de certaines réductions ou promotions? Donc, il faut bien identifier ces fournisseurs. Les délais de livraison aussi qui sont importants. Et après avoir vu tout ça, forcément, on étudie la concurrence. Donc, vous allez avoir de la concurrence directe, une personne qui propose exactement le même type de produit ou de service que vous. Et de la concurrence indirecte par des produits de substitution. Par exemple, imaginons que je souhaite faire n'importe quoi, je vais dire comme ça, un snack. Un snack avec des sandwichs, des petites choses comme ça. Les concurrents directs, ça va être les autres snacks à proximité. Les concurrents directs, ça va être les pizzerias à proximité. Intermarché ou Carrefour qui se trouve à côté, parce que des personnes achètent aussi le midi. Intermarché ou à Carrefour. Un restaurant, par exemple. Et tous les produits de substitution qui peuvent se trouver à côté, donc que les personnes peuvent manger, par exemple, le midi. Il faudrait voir justement étudier cette concurrence pour savoir quel est le panier moyen de la clientèle, c'est en moyenne combien le client dépense le midi. Ce n'est pas forcément la même chose, c'est-à-dire si on se met sur le centre de la Valette, ou si on va au Luxe, si on va à Draguignan, et en fonction de la zone, ce ne sera pas forcément le même montant du panier moyen. Donc, certains qui dépensent 4 euros, d'autres 8, d'autres 15. Donc là, il faut bien étudier ça pour pouvoir adapter votre offre aussi. S'il y a des étudiants, par exemple, à proximité, si on propose une offre étudiant, vous voyez, pour pouvoir bien cibler la clientèle. Et l'implantation, comme je l'ai dit au départ, c'est assez important. Si j'ai une vitrine, c'est forcément mieux d'avoir quelque chose de passant, une zone piétonne ou un endroit où on puisse peut-être se garer, par exemple. Il y a différents critères qu'on peut prendre en compte. Et si je n'ai pas de local, on va dire la zone dans laquelle je souhaite intervenir. Alors, au niveau des prévisions financières, ça, on va dire, c'est la bête noire, la plupart du temps, des porteurs de projets. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué. C'est-à-dire que quand on vient finalement découper le prévisionnel, c'est assez fluide. Ce qu'on va vous demander au démarrage, c'est vrai, le prévisionnel d'activité, comme ça, rien que le nom n'est pas terrible. Mais quand on regarde dans l'ensemble, ça représente l'investissement. C'est-à-dire l'investissement. De quoi avez-vous besoin pour commencer l'activité? Est-ce que vous avez besoin d'acheter un véhicule? Est-ce que vous avez besoin d'acheter du matériel? Est-ce que vous avez besoin de consommables, de stock peut-être, de matières premières? Ça, c'est la première chose à se demander. De quoi avons-nous besoin pour commencer l'activité? En général, vous le savez. Voilà, premier mois, deuxième mois, troisième mois, et dire voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de racheter tel véhicule et les prix. C'est-à-dire faire des devis auprès, justement, si c'est un véhicule d'un concessionnaire ou d'un particulier, si c'est finalement du stock auprès des fournisseurs. Donc déjà, commencez par cette étape-là, les investissements au démarrage. Les travaux à prévoir. Si vous prenez un local, par exemple, ou un food truck, autre chose comme ça, est-ce qu'il y a des travaux pour réhabiliter le local ou le food truck, le mettre aux normes, les petites choses comme ça? Faire des devis auprès d'artisans afin de pouvoir exercer dans de bonnes conditions. Les ressources personnelles, c'est en général, vous savez, c'est-à-dire les ressources que vous avez pour commencer l'activité. Est-ce que vous avez un petit apport de l'argent, par exemple 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros pour commencer l'activité? Et est-ce que vous avez peut-être aussi un apport en nature, souvent dans le tient pas compte, c'est important, du matériel que vous possédez déjà, qui vous permettrait en fait finalement d'exercer votre activité. Les charges et les dépenses à prévoir, ça on va dire c'est le plus dur à chiffrer. Les charges et les dépenses à prévoir, c'est plus ou moins faire des devis. Des devis, par exemple, auprès des fournisseurs d'énergie, des devis auprès, par exemple, si vous avez un local, le loyer, les charges, le téléphone, Internet, plus ou moins l'essence, plus ou moins les assurances. Voilà, s'il y a des frais postaux, par exemple, des choses comme ça, on va tenir compte des frais bancaires. Bref, c'est toutes les dépenses au démarrage et tout au long de l'activité finalement. Forcément, on va faire des devis au départ. Ça va être un petit peu différent des devis une fois que vous aurez commencé. Ça va se rajuster. On peut modifier le prévisionnel en cours d'activité pour qu'il soit au plus près de la réalité finalement de ce que vous exercez. Donc ça, on va dire, c'est la petite bête noire un peu des chefs d'entreprise. Et aussi les ventes et prestations à réaliser. Ventes et prestations à réaliser, donc souvent on se dit, oui, je n'ai pas commencé, comment je peux savoir ce que je vais faire? C'est tout à fait logique comme réponse. Donc on peut soit prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire se dire, alors, vu que j'ai tant de charges et de dépenses à prévoir, j'ai choisi tel statut juridique, donc je vais avoir tant plus ou moins de cotisations sociales. Finalement, je souhaite me rémunérer à hauteur de 1 000 ou 1 500 euros par mois. Si j'additionne les cotisations sociales, la rémunération, les charges, je sais
plus ou moins quel serait le montant de chiffre d'affaires que je devrais faire pour pouvoir couvrir tous les postes. Je prends le problème à l'envers. Et une fois que j'ai le montant de chiffre d'affaires que je dois faire pour couvrir tous les postes, je peux le diviser par le nombre de mois, par le nombre de jours et par le nombre de prestations. Par exemple, une esthéticienne va vous dire ma prestation moyenne est de 50 €. Dans la journée, j'ai 7 heures de travail, mais en réalité, j'ai 1 heure où je me pose déj, j'ai peut-être 1 heure administrative de rangement, donc j'ai finalement que 5 heures. Sur les 5 heures à 50 €, mon chiffre d'affaires max est de 250 € par jour. C'est un exemple. Hein. Est-ce que finalement, par rapport aux prévisions que j'ai faites et ma capacité à moi, c'est rentable, c'est réalisable? Est-ce que le prévisionnel tient la route? S'il est supérieur finalement à ce qu'elle est capable de faire, on se dit, ça ne tient pas la route, les charges sont beaucoup trop élevées par rapport à sa capacité à elle, finalement, ce qu'on appelle de production. Donc là, ça ne va pas. Par contre, si effectivement ça rentre dedans, on se dit, ben, c'est très bien. Ça se trouve, elle n'aura que 2 ou 3 prestations un jour à faire pour pouvoir couvrir ses dépenses. Et là, c'est parfait. C'est comme ça qu'on voit finalement si le prévisionnel tient la route. Simplement, maintenant, nous, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à le mettre en forme, à le mettre au format Excel et tout ça, pour vous aider en fait à le mettre en place et à le présenter à différents organismes. Justement, au niveau des aides, des financements, on en parle à l'instant, vous avez différents organismes, associations qui peuvent vous aider dans votre projet de création d'entreprise. On va commencer par le premier. Vous avez notamment un organisme, une association qui s'appelle Initiative VAR. Donc, Initiative VAR propose des prêts à taux zéro. Donc, quand on dit à taux zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux d'intérêt derrière, il n'y a pas d'assurance non plus. Donc, finalement, si vous empruntez, par exemple, 5 000 €, vous remboursez 5 000 €. Ça, c'est l'avantage. Maintenant, ils ne vont prêter essentiellement que pour de la trésorerie, de la matière première, de la petite fourniture. Trésorerie, matière première, stock, petite fourniture. Donc, si vous avez besoin justement de sous au démarrage, pour commencer l'activité, même de la trésorerie, c'est-à-dire de l'argent qui va rester sur le compte, comme une sorte de petit fonds de roulement qui va rester là en fait pour pouvoir vous aider en fait dans votre activité. Vous pouvez notamment faire appel à Initiative VAR. Le prêt moyen de 5 000 €, mais il prête en général jusqu'à 10 000 €, voire plus en fonction des projets. Donc là, ça peut être très, très intéressant de les solliciter. Si vous souhaitez également, par contre, investir dans, on va dire, du matériel, les véhicules et tout ça, vous pouvez soit vous tourner vers votre banque, voir les taux qu'ils vous proposent. Là, forcément, il y a un taux de 1-2%, voire plus en fonction de ce que vous achetez. Donc, faire un point avec votre banque. Et imaginons que justement, par rapport à votre situation personnelle, vous êtes soit, par exemple, fiché Banque de France, interdit bancaire, ou vous êtes bénéficiaire de minima sociaux qui ne vous permettent pas d'emprunter, que vous avez donc un refus bancaire, vous pouvez vous tourner vers l'ADI. L'ADI, donc, est une autre association qui vous propose des prêts, donc des prêts solidaires, certains sans taux d'intérêt couplés à un prêt avec taux d'intérêt. Et là, on peut effectivement acheter du matériel, acheter différentes choses, mais pour cela, il faut donc avoir un refus bancaire. Donc, n'hésitez pas également à vous retourner vers l'ADI. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de tous les contacter, de tous les solliciter et vous voyez, vous comparez, vous voyez ce qui vous arrange le plus par rapport à votre projet. Vous avez également Fersol qui propose des prêts, pareil, à peu près jusqu'à 10 000 € les prêts, avec des taux d'intérêt fixes. Vous avez aussi France Active, là, qui ne figure pas sur le diapo, qui propose des cautions bancaires. Donc là, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que vous avez des organismes de caution bancaire pour votre emprunt bancaire, par exemple, qui se porte caution à hauteur d'un certain montant, avec des prêts également prêts solidaires et prêts d'honneur. Et notamment, cet organisme, le dernier, c'est l'AGEFIP. L'AGEFIP, c'est plus une subvention pour des personnes reconnues travailleurs en situation de handicap. C'est une subvention de 5 000 € que vous pouvez solliciter. Vous demandez un business plan et en général, la moitié en apport sur votre compte pour l'AGEFIP. Et ça peut valoir le coup parce que vu que c'est une subvention, vous ne la remboursez pas derrière. Donc là, pour cela, il faut être travailleur en situation de handicap. Donc là, il y a un prestataire qui vous propose de vous accompagner, c'est l'Union patronale du Var, du PV, qui peut se proposer. Et également, je laisserai intervenir le Pôle emploi sur ce point-là. Merci Ursula. Ce que je voulais dire aussi, avant qu'on passe un petit peu au Pôle emploi, c'est qu'effectivement, tout ce que vient de dire Ursula, c'est-à-dire les différents organismes présents que vous avez vus là, Initiative VAR, l'ADI, Créasol, l'UPV via la GFIP, sont tous présents à l'espace de coworking de Tarmaquin, au Luc en Provence, en permanence, tous les mois, voire toutes les semaines. Initiative VAR vient tous les 15 jours, l'ADI vient toutes les semaines, Créasol vient tous les mois.
L'UPV est en disponibilité entre guillemets toutes les semaines aussi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter entre guillemets à les contacter puisque vous ne serez pas obligé à chaque fois d'aller à Toulon. Vous pourrez entre guillemets être beaucoup plus près, enfin du moins avoir des rendez-vous beaucoup plus près par rapport à votre domicile. On va changer un petit peu et on va laisser intervenir le Pôle emploi. Je vais juste faire une petite manip pour pouvoir avoir un autre support. On est tout bon? Ok. Eh ben, je vais laisser Guillaume et Clara du Pôle emploi pouvoir faire leur présentation sur justement la suite et un petit peu toutes les aides liées à la spécificité des demandeurs d'emploi au Pôle emploi. Oui, donc du coup, voilà, on va vous parler donc des outils pour l'aide à la réflexion du projet. On va vous parler également donc, des aides financières. Donc ça, ce sera Guillaume qui vous en parlera. Et puis après, les questions, peut-être plutôt à la fin, comme on avait dit. C'est ça. Voilà, donc quand vous avez une idée de création, ou même si vous n'avez pas d'idée de création, nous, on a en fait des ateliers, des prestataires qui interviennent pour vous éclaircir en fait dans votre projet. Si vous avez une idée de création, mais que vous ne savez pas trop comment ça va se passer, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, etc., vous avez Active Créa qui vous permet en fait vraiment de vous mettre en position, de prendre la posture d'entrepreneur et de vous expliquer vraiment comment se passent toutes les étapes, voilà, de vraiment vous faire vous rendre compte comment va se passer une création d'entreprise et de voir si c'est pour vous un moyen pour un retour à l'emploi, si c'est fait pour vous et si ça correspond à vos besoins. Vous avez également m'imaginer créateur pour voilà, vous rendre compte un peu plus de ce qui est d'être créateur. Mais l'atelier m'imaginer créateur, c'est vraiment très court par rapport à la prestation Active Créa qui, elle, est sur presque 2 mois. Et l'atelier imaginer créateur, c'est 1 journée. Sur l'atelier Mon projet de création et moi, là, c'est vraiment quand vous avez un projet qui est défini, que vous savez ce que vous voulez faire, mais voilà, que vous avez quand même besoin d'un accompagnement sur les démarches, d'un accompagnement sur, voilà, sur un peu la finalisation. Mon projet de création et moi vous permet en fait de vous aiguiller sur ce que vous avez à faire et du coup, vous repartez avec un plan pour créer votre entreprise. Donc, ces 3 ateliers-là sont disponibles du coup directement sur votre espace personnel. Vous pouvez vous auto-positionner dessus. Donc, dans la rubrique mon espace personnel, excusez-moi, j'ai mon profil de compétences, voilà, et mes services à la carte. Après, vous avez également sur l'Emploi Store, vous avez un petit l'Emploi Store qui est un site internet de Pôle emploi où vous retrouvez plusieurs applicatifs, notamment sur la création d'entreprise. Donc, vous avez sur la recherche d'emploi, sur la formation, etc. Mais vous avez un petit item sur la création d'entreprise où vous avez notamment l'application LADI qui vous permet de connaître cette association. Vous avez aussi pour faire des business plans, vous avez pas mal d'outils sur l'Emploi Store directement pour votre création d'entreprise. Voilà. On passe à Guillaume du coup. Oui, Alors, c'est on ça. passe à Guillaume. Donc, rebonjour à tous. Donc, de nouveau, moi, je suis Guillaume Grégoire, Pôle emploi du Canet des Morts au niveau de l'indemnisation. Donc, en fait, dans votre projet, il va également donc, se poser la question de vos droits donc de Pôle emploi et du coup du choix que vous allez devoir faire par rapport à votre rémunération et par rapport à votre allocation chômage. Et en fait, le choix va se porter sur... Il y a 2 possibilités. Alors bien sûr, là, on vous explique sur le slide qu'il faut que vous soyez demandeur d'emploi et que vous ayez des droits RE pour bénéficier de cette aide-là, qui c'est pas vraiment des aides, c'est vos droits en fait qui vont être versés d'une certaine manière. Alors en fait, effectivement, il y a donc 2 possibilités. Ce qu'on appelle le capital, donc en fait c'est l'ARS, c'est l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, ou également le maintien mensuel, partiel ou en totalité de votre allocation chômage. Alors par rapport à l'ARS, par rapport au capital, la seule condition qu'il faut que vous remplissiez pour pouvoir en bénéficier, c'est qu'il faut que vous soyez bénéficiaire de l'ACRE, l'ACRE, ACRE.
Donc, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est l'exonération de vos charges sociales pendant 12 mois. Donc, pour pouvoir bénéficier, encore une fois, donc, de l'ARS, la seule condition, c'est d'être bénéficiaire de l'ACRE. Concernant le maintien mensuel, donc encore une fois partiel ou en totalité de votre allocation chômage, en fonction de vos différents statuts, il y a entre guillemets un calcul qui va être fait en fonction de, encore une fois, si j'ai une société, si je suis en micro-entreprise. Voilà, en fonction de mon projet et de mon entreprise, Pôle emploi va vous compléter, va vous verser votre ARE d'une certaine manière. Et bien sûr, ces deux dispositifs-là ne sont pas cumulables. Donc, le capital, l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, j'insiste bien parce que c'est encore une fois par rapport à. Il y a des fois une confusion entre l'ARS et l'ACRE. Alors, c'est deux termes qui se confondent, mais l'ARS, c'est Pôle emploi et l'ACRE, c'est l'exonération de vos charges sociales. Donc, le capital, il est versé donc en 2 fois. Il correspond à 45% de votre capital restant au moment où vous créez votre entreprise. Et donc, ce qu'il faut savoir essentiellement par rapport à ça, c'est qu'une première partie, donc les 22,5%, les premiers sont versés quand le dossier est traité au moment où vous créez votre entreprise. Et l'autre partie est versée donc 6 mois après le premier versement. Alors, la seule condition qu'il faut remplir, c'est que, bien entendu, votre entreprise soit toujours effective, soit toujours en cours, tout simplement. Les, les 55% restants de vos droits, alors soit très clairement, ils ne seront jamais utilisés, ce qui on le souhaite, si votre entreprise fonctionne et que vous ne devez plus jamais avoir affaire à Pôle emploi, en gros, hein, le restant de votre ARE ne sera jamais utilisé. Si au contraire, votre entreprise ne fonctionne pas comme ça devrait, si vous décidez d'arrêter tout simplement, à Pôle emploi, lors de votre réinscription, on reprendra les droits qui restent, donc les 55% restants seront repris. Vous serez pas entre guillemets sans rien. Il y a toujours donc du coup ces fameux 55% qui seront là au cas où si l'entreprise est amenée à fermer. Et donc, le maintien partiel, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, un peu sans trop rentrer dans les détails. C'est en fonction de mon statut, Pôle emploi va compléter mon revenu. Donc, si j'ai une micro-entreprise, je déclare mon chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre. Donc là, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails avec vous. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est si vous avez besoin de vraiment d'informations précises et du calcul qui est fait, ce serait revenir vers nous, soit en nous contactant au 3949, soit en transmettant un mail à votre conseillère pour qu'on vous explique et qu'on fasse même éventuellement une simule de vos droits. Si j'ai une micro-entreprise, je fais mes déclarations chiffre d'affaires chaque mois, qu'est-ce que Pôle emploi va faire? On a la possibilité de vous expliquer comment c'est calculé, de donner le plafond aussi et de vous expliquer parce qu'en micro-entreprise, il y a également un abattement qui va être fait en fonction de votre statut dans la micro. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est je vais devoir choisir entre une déclaration mensuelle de mon chiffre d'affaires. Là, Pôle emploi va travailler d'une certaine manière sur votre dossier. Et il y a également la possibilité de faire vos déclarations chaque trimestre de votre chiffre d'affaires auprès donc, de l'URSSAF, du RSI. Et là, Pôle emploi va sur votre dossier agir d'une autre manière que si vous étiez au mensuel. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment savoir par rapport à ça. C'est un choix que vous allez devoir faire entre le calcul mensuel de votre chiffre d'affaires, enfin la déclaration mensuelle, ou la déclaration trimestrielle. Plus simple quand j'ai une société, quand je dépends donc de l'impôt sur les sociétés, Pôle emploi va avoir besoin d'un justificatif, d'un document pardon, qui va prévoir votre rémunération sur les mois à venir. Donc, l'exemple le plus simple, j'ai une allocation chômage, j'ai une SARL, je vais donner à Pôle emploi le procès verbal d'Assemblée générale qui indique, je prends un exemple tout bête, que je ne me dégagerai pas de salaire
jusque décembre 2021, et ben, Pôle emploi, chaque mois, lors de votre déclaration, il faudra bien sûr que vous déclariez que vous travaillez. Il faudra indiquer un nombre d'heures et la rémunération perçue, il faudra que vous indiquiez 0. Et là, Pôle emploi, donc le calcul ou le complément qui va être fait en totalité, dans le sens où vous ne vous dégagez pas de revenus de cette société-là. On a un justificatif qui nous l'indique. Et ben, Pôle emploi, chaque mois, va vous indemniser à hauteur de 30 ou 31 jours en fonction du nombre de jours qu'il y a dans le mois. La dernière, enfin l'autre possibilité, c'est quand je suis en entreprise individuelle, donc je dépense d'impôts sur les revenus. Alors là, c'est un peu plus particulier. Euh, Chaque mois, Pôle emploi va vous indemniser 70%. Donc tous les mois, sans, sans savoir s'il y a un revenu ou s'il n'y en a pas, parce que le document en fait, venir régulariser votre situation, on l'a et vous l'avez qu'une fois par an, c'est-à-dire en général l'avis d'imposition, la déclaration des impôts pour les pros. En l'absence, et comme nous n'avons pas ce document-là chaque mois, et ben Pôle emploi va vous indemniser 70%. Et une régularisation est faite, donc une fois par an, avec le document des impôts, donc ce document-là, en fait, va venir régulariser l'année passée. Donc, on peut et vous régulariser les 30% restants chaque mois, donc vous faire un rappel, ou à contrario aussi, alors là, je ne vais pas vous faire peur et pas rentrer dans les détails, mais on peut également déclencher un trop perçu. Ben, si finalement les 70% qui étaient versés tous les mois ne l'auraient pas dû, et du coup, avec le justificatif des impôts, on s'aperçoit, entre guillemets, qu'il y a eu un chiffre, qu'il y a eu des revenus, on peut faire une régularisation, entre guillemets, négative, vous réclamez ce montant-là si ben, l'entreprise a bien fonctionné. Donc, en fait, là l'idée du maintien mensuel, c'est vraiment de se dire, j'ai trois possibilités. J'ai la micro-entreprise, c'est effectivement le statut qu'on voit le plus. J'ai également le statut impôt sur les sociétés ou impôt sur les revenus perso, entreprise individuelle. C'est ces trois possibilités-là que nous avons pour bénéficier du maintien partiel ou maintien partiel ou total par rapport à votre chômage. Voilà pour moi. Après, là, effectivement, alors là, on parle en bas de l'allocation de solidarité. C'est une allocation d'État, c'est une allocation. Alors, c'est très, très particulier. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail maintenant parce que je ne pense pas. Alors, je n'ai pas la liste des personnes qui sont ici, mais je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient concernées par cette allocation-là. Si c'est le cas, ben, on reviendra vers vous pour vous l'expliquer parce que là, pour le coup, c'est vraiment. Ça n'a rien à voir avec ce que j'expliquais juste avant. Voilà pour moi. Ok, merci Guillaume, merci beaucoup pour cette intervention du Pôle emploi. Et ça tombe bien parce que justement, effectivement, tu parlais d'entreprise, de société, de statut juridique. Et du coup, ça va nous permettre de rebondir vers Ursula sur la suite du parcours, sur les étapes de création d'entreprise artisanale, notamment sur le choix du statut juridique. Je refais une petite manip et on repart. Alors, au niveau du choix du statut, du coup, alors comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses. Alors, d'abord, l'entreprise individuelle, il y a le régime micro, régime réel. Régime micro, je vais mettre de côté. Je vais commencer, on va dire, par le régime du réel, puis faire les sociétés et ensuite revenir sur la micro pour vraiment vous détailler, vu que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Alors, au niveau de l'entreprise individuelle, on a dit qu'il y a deux types de régimes. Régime micro, entreprise, qu'on va aborder par la suite, et le régime du réel. Le réel, comme sur la diapo, vous voyez, il y a le réel simplifié, le réel normal. C'est juste une question en fait de chiffre d'affaires. Une fois que vous êtes en entreprise individuelle, du coup, vous êtes travailleur, ce qu'on appelle travailleur non salarié. Travailleur non salarié, avant on appelait ça le RSI, la caisse de cotisation, la sécurité sociale des indépendants. En réalité, on cotise à l'URSSAF en fait maintenant. Sécurité sociale des indépendants, c'est tout ce qui est la Sécu en fait. Même si on reste au niveau de la CTRM, il y a un nom différent, Sécurité sociale des indépendants, et notamment, comme on vient de le dire, l'URSSAF pour les cotisations sociales. Alors, les personnes qui seront sous ce statut-là seront nommées travailleurs non salariés. Au niveau des cotisations, comment ça se passe? Au niveau des cotisations, vous allez avoir donc le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, en fait, représente l'ensemble des recettes que vous faites. Des recettes, donc l'ensemble de ce que vous facturez aux clients.
que ce soit de la prestation, de la production, peu importe. L'ensemble représente un chiffre d'affaires. De ce chiffre d'affaires-là, vous allez venir déduire des charges. Les charges, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était l'ensemble des dépenses, l'essence, il y a un loyer, le téléphone, les assurances, les consommables, bref, toutes les dépenses, en fait, d'exploitation, d'activité. Donc, si on fait le chiffre d'affaires moins les charges, vous allez avoir un bénéfice. Le bénéfice, donc, c'est ce qui reste, en fait. Ce bénéfice-là, là, il est brut. On va devoir payer des cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est tout ce qui représente la maladie, la retraite, la maternité. Voilà, plus brièvement. Au niveau des cotisations sociales, vous êtes imposé à peu près à 39% sur le bénéfice en entreprise individuelle au réel. Je dis 39 à 40%. 39 à 40% sur le bénéfice. Et donc là, on s'est acquitté des cotisations sociales. Vous avez en réalité aussi les cotisations fiscales. Les cotisations fiscales, c'est l'impôt. Là, pour le coup, en entreprise individuelle, donc c'est l'impôt sur le revenu. Donc, vous avez ensuite l'ensemble de votre bénéfice qui passe en fait au barème de l'impôt sur le revenu. C'est le même barème que les salariés. Là, celui que vous voyez sur Internet, jusqu'à 10 000 euros zéro, de 10 000 à temps. C'est différentes en fait tranches d'imposition. Donc, ce statut, on va dire, il est avantageux vu qu'il y a des déductions si on a des charges à déduire. Si on veut faire des déclarations de TVA, récupérer de la TVA, grosso modo, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, bien sûr, s'il y a des personnes qui sont intéressées, mais c'est un statut qui va être plus intéressant qu'une micro-entreprise s'il y a des charges à déduire, un bénéfice qui est peut-être assez faible parce qu'il y a pas mal de choses à passer en charge. Par exemple, vous avez des loyers, si vous avez des assurances qui sont chères, si vous avez beaucoup d'achats de marchandises, par exemple. Et donc, finalement, avoir une imposition sur le bénéfice, contrairement à la micro-entreprise où c'est une imposition sur le chiffre d'affaires. Maintenant, forcément, il y a au niveau des coûts de création quasi les mêmes, un tout petit peu plus cher pour l'entreprise individuelle, entre 100 et 150 euros. Mais il va y avoir les déclarations de TVA, un bilan à compte de résultats à fournir en fin d'année, et vous allez avoir des cotisations sociales à payer en fait tous les mois que vous passez du chiffre ou pas, parce que c'est un forfait. Il vous faut un forfait à l'année. Comme si vous étiez chez EDF, que vous aviez pris un forfait chez EDF, vous payez par rapport à votre logement 70 euros par mois, avec une régule de charge comme chez EDF en fin d'année. Là, on attend finalement le bilan, le compte de résultat. On vous fait une régule, on voit si vous avez fait plus ou moins de bénéfices que ce qu'on avait estimé. Il y a une régule soit en votre faveur, soit en leur faveur. Donc, du coup, on va dire statut intéressant. S'il y a des charges à déduire, s'il y a pas mal d'investissements, s'il y a de la TVA à récupérer, et si on souhaite finalement une imposition sur le bénéfice. On peut embaucher, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ça, c'était l'entreprise individuelle au réel. Alors, nous avons également des statuts de société. Il y a deux types de sociétés. Vous avez d'abord la SARL et la SAS. La SARL, c'est une société à responsabilité limitée. En réalité, on peut être en société, on peut être tout seul en société. Alors souvent, quand on pense à société, on pense qu'on a des associés, pas forcément. La SARL tout seul, en fait, il s'appelle une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Mais vous avez un autre nom qu'on entend souvent, EURL ou SARLU. C'est SARLU avec unipersonnel. C'est la même chose, en fait. EURL SARLU, c'est une SARL où on est tout seul. Et quand on est en SARL, ça veut dire qu'on est deux associés. Quel serait finalement l'avantage d'être en SARL? SARL, en fait, au niveau des statuts de société, donc forcément, vous allez avoir la rédaction des statuts qui peut coûter. Le dépôt des statuts, les coûts de création sont un peu plus chers. Donc, parce qu'il y a un enregistrement sur le commerce, les coûts de création un peu plus chers. Maintenant, vous avez aussi différents avantages. Si on reprend le même exemple tout à l'heure, vous allez avoir le chiffre d'affaires, donc comme on l'a dit, l'ensemble des recettes que vous allez faire. Et vous allez avoir les charges, l'ensemble des charges qu'on peut passer. Vous allez avoir donc le chiffre d'affaires moins les charges, vous allez avoir un bénéfice. Cette fois, le bénéfice, lui, passera à l'impôt sur les sociétés. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, en dessous de 38 000 euros de bénéfice, vous êtes à 15% d'imposition. Et au-delà de 38 000 jusqu'à 500 000 euros, vous êtes à 28% d'imposition. Au-delà de 500 000, on a 33 000. Mais là, on est bon. Donc, on va dire en dessous de 38 000, 15%, de 38 000 à 500 000, 28%. Donc là, on vient s'acquitter de l'impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés, donc ça, c'était les cotisations fiscales. Au niveau des cotisations sociales, cette fois-ci, elles sont prises sur la rémunération du dirigeant. La rémunération que vous prenez pour vous, que vous avez déterminée au préalable. Et au niveau de la rémunération, on paye à peu près 45% de cotisations sociales sur la rémunération du dirigeant. Par exemple, vous prenez 1 000 euros et vous payez à peu près 450 euros de cotisations sociales. Et comme l'a dit mon collègue juste avant,
Certaines personnes se mettent en ASRL, ont des droits au chômage, décident de ne pas se rémunérer à l'aide d'un procès verbal et souhaitent percevoir leur droit au chômage pour venir gonfler un peu la trésorerie au démarrage, pour pouvoir avoir les reins un peu plus solides. Et finalement, quand ils le peuvent, ils arrêtent le versement des droits au chômage, ils se versent une rémunération et hop, ils continuent l'activité. Donc là, c'est un statut qui sera intéressant pour déjà séparer, on va dire, la partie, l'entreprise individuelle, c'est quand même une entreprise, on va dire, en nom propre. Pour séparer et tout mettre, on va dire, au nom de la société, avoir des achats au nom de la société, donc avoir une responsabilité limitée à ce niveau-là, passer pas mal de choses en charge et avoir une imposition sur la rémunération. Ça, c'était donc du coup la SARL. Maintenant, vous avez la SAS. Au niveau de la SAS, c'est une société par action simplifiée. Quand on est seul, ça s'appelle une SASU, une SASU, société par action simplifiée unipersonnelle. Contrairement à la SARL, où on est travailleur non salarié, là, on est ce qu'on appelle assimilé salarié. On est assimilé salarié, donc en étant PDG de SAS ou en SASU, là où gérant minoritaire même. Donc, au niveau de la SAS, comment ça se passe concrètement? Les coûts de création sont sensiblement les mêmes qu'en SARL. Maintenant, la grosse différence, donc exactement le même schéma, un chiffre d'affaires moins charge, bénéfice face à l'impôt sur la société qu'on a expliqué tout à l'heure. Cotisation fiscale, c'est bon. Maintenant, la différence, ça va être au niveau des cotisations sociales. Au niveau des cotisations sociales, on est imposé sur un salaire. Le salaire, donc, c'est plus élevé forcément, on est assimilé salarié à d'autres avantages. Vous êtes imposé environ entre 70 et 80% sur le salaire. Par exemple, vous prenez 1 000 €, vous payez 700 à 800 € à l'URSSAF de cotisations sociales. Comme ça paraît énorme. Pourquoi il y a autant de personnes qui se mettent plus dans SAS? Ils ont perdu la tête, soit ils ont trouvé un avantage. En fait, il y a des avantages aussi. Au niveau des avantages, forcément, donc, il y a certaines personnes qui se rémunèrent, alors, soit qui effectivement bénéficient du maintien des allocations et qui souhaitent peut-être ne pas se rémunérer un certain temps avec un procès verbal d'assemblée générale et par la suite, une fois qu'ils ont les reins un peu plus solides, se rémunèrent un montant. Ou, autre astuce, d'autres personnes qui vont finalement se rémunérer aussi en dividendes en fin d'année. C'est-à-dire qu'ils peuvent se verser un salaire. Pour valider les trimestres de retraite, la maladie, tout ça, c'est environ 600 bruts, donc ils vont se rémunérer un peu plus pour valider tout ça. Et finalement, ils se versent plus en dividendes en fin d'année. Donc, pour vous donner un exemple sur les dividendes, une fois qu'on a passé… Les dividendes, c'est quoi déjà? Un dividende, c'est ce qui reste en bénéfice. Imaginons que vous avez un bénéfice de 20 000 € et vous vous dites, voilà, je me suis rémunéré, mais pas tant que ça, il reste 20 000 €, ben, j'aimerais bien me prendre 10 000. On ne peut pas se piocher comme ça dans la société. Donc, il faut venir faire en fait un versement en dividende. En général, c'est 1 à 2 fois par an. Quand vous faites le versement en dividende, du coup, vous prenez par exemple 10 000 €, il y a des abattements. Je ne vais pas rentrer dans le détail des abattements, mais une fois qu'on a fait les abattements et tout ça, finalement, on ne paye que la CSG et la CRDS, c'est obligatoire, et vous payez environ 17,5%. Donc, en soi, sur 10 000 € pris, vous avez 1 200 € à peu près de cotisation. Donc, de cotisation pour pouvoir vous les reverser en fait en dividende. 1 200 € de cotisation, en réalité, si on avait pris les 10 000 en rémunération, on aurait payé quasiment 7 000 à 8 000 € de cotisation. Si on avait pris en rémunération, nous, on aurait validé les trimestres de retraite, la maladie et tout ce qui va avec, ce qui est tout à fait normal. Là, on se fait les versements en dividendes en petit plus en fin d'année. Certaines personnes prennent ce statut parce qu'ils sont salariés à côté, ils ont leur salaire, donc ils se disent salariés. Et à côté de ça, finalement, je me prends cette activité en plus pour les week-ends ou pour le reste de la semaine quand je peux travailler. Je ne me verse pas de rémunération, je me verse que des dividendes. Ça fonctionne très bien. Ou si vous avez effectivement, comme on a dit, des allocations de chômage et que vous voulez le faire un certain temps, le temps d'avoir les reins assez solides, vous pouvez aussi, comme en SARL. C'est un statut qui va être intéressant quand on se rémunère moins et plus en dividendes, tandis que la SARL est un statut plus intéressant si on a envie d'avoir un certain montant de revenus, vu que c'est moins imposé, donc on va peut-être avoir un plus gros salaire avec la SARL finalement, un salaire un peu plus intéressant, on cotise bien la retraite, on cotise bien la maladie et tout ça, et moins se verser en dividendes sur la SARL, car ils sont quasiment imposés, comme le versement en rémunération. Donc, on va dire SAS, peut-être moins de versement en salaire, plus en dividendes, et SARL, un versement en salaire plutôt intéressant. Il y a une grosse différence en fait là. Après, il y a plein d'autres petits détails au niveau des deux statuts, mais grosso modo, ça serait ça. On ne va pas rentrer dans le détail si une personne est intéressée ou hésite entre les deux statuts. Alors maintenant, c'est le statut que tout le monde attend, la micro-entreprise. Micro-entreprise, il y en a qui l'appellent encore auto-entrepreneur. C'est pareil là. Maintenant, micro-entreprise, auto-entrepreneur, exactement pareil. C'est donc une entreprise individuelle régime micro. Vous avez en réalité deux seuils de chiffre d'affaires
et deux types en fait de prestations. Vous avez soit de la prestation de service. Prestation de service, c'est quoi? En fait, c'est quand vous faites du secrétariat, vous êtes esthéticienne, vous faites de la main-d'œuvre dans le BTP, par exemple. Vous faites, je ne sais pas, vous êtes jardinier. Tout ça, ça concerne la prestation de service. La vente, fabrication, transformation, le second bloc que vous voyez en dessous, concerne plutôt, par exemple, quand on est esthéticienne, l'achat-revente de produits. Quand on est ébéniste, la fabrication. Fabrication, justement, de meubles, de choses comme ça fait partie du second seuil, vente, fabrication, transformation. Quand on fait de l'alimentaire, on fait partie également de la vente, fabrication, transformation. On peut faire partie des deux seuils. Par exemple, on a dit la créatrice de bijoux qui va donner des cours, des ateliers, va faire des ateliers pour apprendre aux personnes à créer leurs bijoux. Elle sera en prestation de service. Par contre, pour toute activité de production où elle fait de la fabrication, de la création, elle sera dans la vente transformation. Alors, le seuil de la prestation, c'est 72 500 € à l'année et le seuil de la vente, 176 200 € à l'année. En réalité, vous avez des seuils de TVA. Quand vous commencez en micro-entreprise, vous commencez généralement tout le monde en hors taxe. Hors taxe, ça veut juste dire que vous ne facturez pas la TVA aux clients, que ce soit particulier ou professionnel, vous ne facturez pas la TVA. Par exemple, c'est vrai qu'on se pose la question parce qu'on se dit, mais j'ai fait les achats en PPC, comment ça se passe? Imaginons que vous achetiez un produit, on va prendre le cas d'une coiffeuse, elle achète un shampoing à 5 €, par exemple, TTC. Elle paie TTC parce qu'elle ne récupère pas la TVA, parce qu'elle est non assujettie à la TVA. Mais elle a le droit de le revendre 7 €, 8 €, 10 €, 15 €, le montant qu'elle veut hors taxe. Juste pour dire, effectivement, j'ai payé la TVA sur ton shampoing quand je l'ai acheté, mais moi, je le revends hors taxe pour dire que sur les factures que je fais, je n'ai pas de montant de TVA à reverser finalement à l'État. Sur la facture que je fais, tout est facturé en hors taxe. Donc ça, pour ça, il y a un seuil. Vous commencez en taxe jusqu'à 34 400 en prestation de service et jusqu'à 85 800 en vente, fabrication, transformation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on dépasse les seuils? Une fois qu'on a dépassé 34 400 en prestation et 85 800 en vente, on contacte le service des impôts, on demande un numéro de TVA, on rajoute le numéro de TVA sur toutes les factures, les devis. On vient ajouter le taux de TVA en vigueur, si c'est 20%, 10%, 5,5%. On rajoute le taux de TVA et on aura forcément une déclaration de TVA à faire. Donc, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous dépassez les seuils, quand même vous rapprochez du service d'impôt et vous rajoutez la TVA en plus. Il y en a certains qui laissent les mêmes prix en incluant la TVA, mais du coup, vous allez perdre sur ce que vous gagnez au départ. Par exemple, votre TVA est à 20%, vous facturez 100 € une prestation, mais là, il faudra facturer 120 pour se dire, j'encaisse 120, dans la réalité, il y a 20 € que je reverse à l'État. Et les 100 €, finalement, ils sont pour moi. Enfin, ils sont pour moi. Les cotisations sociales, tout ça, on va le voir. Hein. Mais les 100 €, voilà, ne sont pas, ils sont nets de TVA. Ils sont en taxe. Donc, ça aussi, on pourra revenir dans le détail sans problème là-dessus. Ce qui est bien aussi, une fois qu'on a dépassé ça, on peut récupérer la TVA aussi sur le shampoing qu'elle avait acheté à 5 €. Elle pourra récupérer la TVA sur le shampoing, sur tous les achats qu'elle fait. Et pour l'instant, effectivement, cette coiffeuse, elle commence en taxe. Elle achète toute la matière première TTC, elle le revend hors taxe, elle facture hors taxe. Elle n'a pas de déclaration de TVA à faire jusqu'aux différents seuils. Donc ça, c'était par rapport au seuil de TVA. Alors là, je vais continuer sur la micro-entreprise. Mais en gros, la question qu'on se pose là, maintenant, tout de suite, c'est est-ce que je me lance seule ou à plusieurs? Je me lance seule, j'ai différents choix. J'ai des choix de société, j'ai des choix de micro-entreprise, d'entreprise individuelle ou réelle, en micro-société. Si je me lance à plusieurs, forcément, si on se lance à plusieurs, forcément, on va partir sur une société. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière? Est-ce que je dois faire une formation? Est-ce que je dois passer un diplôme? Est-ce que j'ai des autorisations, des déclarations à demander? Quel est le potentiel de développement? Je peux peut-être commencer pour tester l'activité, commencer petite, commencer en micro-entreprise, et une fois que je sens que ça prend de l'ampleur, que ça va bien et que vous sentez un potentiel de développement, basculer sur un autre statut. C'est possible aussi. Est-ce que j'ai beaucoup d'investissements à faire au départ? Si j'ai pas mal d'investissements à faire au départ, j'ai pas mal de charges et tout ça, on va peut-être écarter la micro-entreprise parce qu'on ne pourra pas récupérer, on ne pourra pas passer en charge tous les investissements qu'on fait, on ne pourra pas récupérer la TVA, c'est un peu embêtant. Maintenant, si je n'ai pas beaucoup d'investissements au démarrage, que je n'ai pas besoin de grand-chose, que je veux juste tester mon activité, me lancer, on peut très bien s'en faire en micro sans problème. Est-ce que j'ai du patrimoine à protéger? En micro-entreprise, vous avez déjà, avec la loi macro, toutes les entreprises, la résidence principale qui est insaisissable. Maintenant, vous avez le reste. Il n'y a pas que la résidence principale, il y a tout le reste. Donc là, il faut faire attention parce que le patrimoine n'est pas forcément protégé. Quelle rémunération je souhaite me verser? Ça, dans tous les statuts, c'est quand même une question qu'on se pose. Et est-ce que je souhaite bénéficier en particulier d'un régime social?
pas être travailleur non salarié, mais être assimilé salarié. C'est rare quand même qu'on s'oriente, que ça détermine le choix du statut. Mais certaines personnes se posent cette question-là aussi. Alors, on va continuer sur la micro. Alors là, je vous ai remis finalement les différents taux de cotisation dont on avait parlé. On va plus se pencher sur la micro-entreprise. En micro-entreprise, quand vous êtes en prestation de service, vous payez 22%, 22% de cotisation sociale sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est bien sur le chiffre d'affaires, non sur le bénéfice. Vous ne pouvez pas déduire de charge. Tout est pris sur le chiffre que vous faites. Vous facturez par exemple 500 €, ça sera pris sur les 500 €. Donc, 22% en prestation de service et 12,8% en vente, fabrication, transformation. Ça, c'est le taux de cotisation, le taux plein. En réalité, donc mon collègue l'a souligné tout à l'heure, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. C'est une exonération en fait partielle de cotisation sociale. En micro-entreprise, par exemple, au lieu d'être à 22% de taux de cotisation sociale, vous serez à 11%. 11% la première année. Ça ne fonctionne pas par année civile, mais par trimestre. Les trimestres, ça correspond à janvier, avril, juillet, octobre. Par exemple, si vous commencez maintenant, vous immatriculez maintenant, vous êtes encore sur le trimestre d'avril, d'avril à juillet. Et donc, sur le trimestre d'avril, vous aurez l'ACRE à partir de maintenant jusqu'au 31 mars l'année prochaine. Si vous commencez à partir de juillet, vu que c'est un nouveau trimestre en jeu, vous aurez l'ACRE à partir de juillet jusqu'au 31 juin l'année prochaine. Donc, ce n'est pas par année civile, ça fonctionne par trimestre. Donc, 11% en prestation de service et 6,4% en vente. Ça sera votre taux de cotisation sociale pendant, du coup, 1 an. En réalité, quand on est en entreprise individuelle ou même en SRL, on peut aussi bénéficier de l'ACRE. Au lieu d'être à 40%, on passe à 16% à peu près de cotisation sociale. Alors, pour bénéficier de l'ACRE, il y a différents critères. Vous pouvez être demandeur d'emploi indemnisé, donc avec des allocations retour à l'emploi, être demandeur d'emploi non indemnisé. Je crois qu'il y a une alarme qui s'est déclenchée, excusez-moi pour le bruit. Voilà, être demandeur d'emploi non indemnisé, mais être inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois, être allocataire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active, avoir entre 18 et 25 ans révolus, avoir moins de 30 ans, être non indemnisé, ou être reconnu travaillant en situation de handicap ou habiter dans une zone urbaine sensible. En fait, il faut respecter juste un des critères et faire la demande lors de l'immatriculation. Vous faites la demande directement, soit auprès du centre de formalité, soit la chambre de métier, la chambre de commerce, l'URSSAF, soit directement faire votre demande auprès de l'URSSAF. Donc, il y a une demande à faire, pas pour les sociétés, mais pour une micro-entreprise, il y a bien une demande à faire, ça ne se fait plus automatiquement. On va passer au parcours du coup, puisque là on vient de finaliser un petit peu toutes les étapes. Alors, au niveau du parcours de création, donc là, je vais passer assez rapidement dessus. Là, c'est plutôt ce qu'on vous propose en fait comme accompagnement. Là, c'est effectivement un peu plus pour les artisans, sauf mon projet d'entreprise qui s'adresse à tout le monde. Maintenant, même si vous ne faites pas partie de l'artisanat, vous pouvez quand même demander avec vos droits à la formation en bénéficier. Donc, on va faire le parcours créateur, l'accompagnement individuel et l'immatriculation. Au niveau du parcours créateur, donc tu veux déjà passer à la slide suivante, c'est parfait. Merci. On vous propose différentes choses. On a notamment ce qu'on appelle la formation PAC Micro. PAC Micro, c'est une formation sur 2 jours à distance ou sur place. On revoit tout sur la micro-entreprise, c'est-à-dire la couverture sociale, les statuts juridiques, le prévisionnel d'activité, l'étude de marché, le paiement des cotisations, comment on fait le règlement des cotisations, la petite comptabilité. Bref, on revoit tout sur la micro-entreprise sur 2 jours. Cette formation, elle a un coût, mais il y a des prises en charge possibles en fonction de vos droits à la formation, de quand vous allez vous immatriculer, tout ça. Donc ça, à la limite, je laisserai juste après, je vous donnerai le numéro du service formation pour se rapprocher d'eux et faire le point directement avec un conseiller en formation. Et même si vous ne faites pas partie de la chambre de métier, vous pouvez bénéficier, grâce à vos droits à la formation, de ces prestations-là. On a une prestation PAC commerciale, on voit essentiellement tout ce qui est stratégie commerciale et de communication. Le PAC Les Essentiels, on revoit l'ensemble, c'est de la communication, de la stratégie commerciale et de la gestion. On a un PAC plus précisément sur la gestion, c'est vraiment la TVA, les déclarations, la comptabilité au réel et tout ça.
Et un pack premium où on revoit vraiment tout l'ensemble. Donc, la gestion, la compta, le prévisionnel d'activité, l'immatriculation, c'est vraiment tout l'ensemble. Alors, justement, pour le numéro du service formation, je vous laisse du coup contacter le 04 94 61 99 65. Maintenant, vu que vous êtes demandeur d'emploi, je vous conseille d'abord plutôt de vous rapprocher de votre conseiller en fait, Pôle emploi, de faire le point avec votre conseiller Pôle emploi sur les formations qui seraient en fait les plus adéquates pour vous, voilà, et plus intéressantes dans votre parcours, surtout si vous faites partie d'un parcours de Pôle emploi. Et si c'est pertinent, votre conseiller vous orientera vers une de nos formations. Je laisse un tout petit peu de temps pour qu'ils puissent noter. Bien sûr. 04 94 61 99 65 et formation continue 83@knar-paca.fr. On va passer de toute façon au deuxième parcours d'accompagnement. Allez, parfait. Par rapport au deuxième parcours d'accompagnement, donc il peut venir en complément, si vous êtes déjà dans un parcours d'accompagnement, même par exemple au niveau du Pôle emploi, si vous avez fini un parcours d'accompagnement Pôle emploi, ça peut être ensemble, il n'y a aucun souci. Donc là, pareil, vous faites le point avec votre conseiller d'abord Pôle emploi sur le parcours le plus intéressant pour vous et si c'est nécessaire ou pas un accompagnement individualisé. On va dire, nous, on vient en second plan, en fait, vraiment, après, une fois que vous serez orienté en fait, vers la chambre de métier. Donc là, on a un parcours qui s'appelle notamment Mon projet d'entreprise. On n'est pas les seuls à le faire, hein, c'est-à-dire que l'Initiative VAR le propose également, la BGE aussi le propose, la COUVEuse, bref. On a tout un ensemble de partenaires qui proposent en fait cet accompagnement-là. C'est financé par la région, on est en collaboration avec la région. C'est un accompagnement qui est individuel, complet et gratuit, où on voit ensemble l'étude de marché, les prévisions financières, le choix du statut. Et on vous propose un suivi pendant les 3 premières années d'activité. Si les personnes n'ont pas forcément besoin d'études de marché, de prévisions financières qui sont déjà au point dessus, on peut vous proposer le suivi. Le suivi, par exemple, si vous êtes en micro-entreprise, concrètement, ça représente quoi? On peut vous aider à faire vos déclarations de chiffre d'affaires. On peut vous aider également, par exemple, pour tout ce qui est cotisation sociale, fiscale. On peut également vous appuyer sur tout ce qui va être stratégie de communication, marketing, les pages de réseaux sociaux, par exemple, vous aider à faire les devis, les factures, tenir un peu la petite compta. C'est vraiment tous ces points-là et puis divers sujets en fonction de vos demandes. Je vous accompagne globalement sur les 3 premières années d'activité. Super, merci Ursula. Je rebondis un petit peu sur ce que disait Ursula. Effectivement, l'intégralité de tous les partenaires qui sont associés à ce projet d'entreprise sont référencés au sein du Tarmac. Donc, vous pourrez aussi de toute façon y avoir accès de manière localisée, voilà, à l'espace de coworking du Tarmac au Luc en Provence. On va passer au troisième parcours d'accompagnement potentiel. Alors, le troisième parcours, donc du coup, ça va être assez rapide parce que c'est exactement la même chose que le précédent. Mais celui-ci est dédié aux artisans. Celui que vous avez vu juste avant, mon projet d'entreprise, ça peut être des personnes immatriculées à l'URSSAF, au commerce, à l'artisanat, n'importe où. Celui-ci, par contre, est spécifique pour les artisans. On a notamment un club qui s'appelle la Fabrique de l'artisanat. C'est le petit plus si vous êtes artisan. Et c'est exactement le même principe et le même suivi, mais c'est dédié aux artisans avec d'autres avantages. Si c'est bon pour tout le monde, on va faire un petit point sur l'immatriculation, parce que ça fait partie aussi du parcours d'accompagnement. Alors, au niveau de l'immatriculation, concrètement, comme je vous ai dit, vous venez sur place à la chambre de métier si vous avez une activité qui dépend de l'artisanat. En soi, vous n'avez pas besoin de courir à droite, à gauche pour faire votre formalité. Vous la faites directement à la chambre de métier sur place, par exemple. Et nous allons transférer en fait l'information, une fois que vous êtes immatriculé, au répertoire des métiers, à l'INSEE qui génère donc le SIRET, donc le code, en fait, c'est comme le numéro de sécurité pour l'entreprise, au centre des impôts, à la chambre de commerce, au greffe du tribunal de commerce, à la directe, à l'URSSAF. Bref, on transfère l'info partout. Vous n'avez pas besoin d'informer les différents organismes, vous venez uniquement à la chambre de métier, vous immatriculez. Et si vous avez une double immat au commerce ou ailleurs, on transfère votre dossier directement. Donc, il y a un seul endroit où vous faites l'immatriculation. Pour faire les formalités, comment ça se passe? Alors, vous avez deux possibilités en fonction du statut. Si c'est un statut hors micro-entreprise, c'est-à-dire une entreprise individuelle réelle, une SARL, une SAS ou une micro-entreprise, il faut du coup venir sur place
donc soit La Valette, soit Draguignan. On a également des permanences sur Fréjus uniquement sur rendez-vous. Autrement, c'est La Valette et Draguignan sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h. Donc, vous venez sans rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup d'attente, donc ça va. C'est uniquement, par contre, fermé le jeudi après-midi. Donc, jeudi après-midi, de 13h30 à 17h, c'est fermé, mais tous les autres jours de la semaine, c'est ouvert. Vous venez sur place. Pour une micro, je peux déjà vous donner les documents. Pour une micro-entreprise, il vous faudrait une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, comme une facture téléphone, par exemple, un numéro de carte vitale. Si votre activité n'est pas réglementée, il faut que ça ait un justificatif d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, numéro de carte vitale. Si l'activité est réglementée, on va vous demander soit le diplôme, soit les 3 ans d'expérience. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, à défaut, la personne que vous souhaitez embaucher, donc le contrat de travail de la personne que vous souhaitez embaucher parce qu'elle-même a soit le diplôme, soit l'expérience. Donc là, voilà. Et si c'est une activité qui est non réglementée, juste les 3 premiers documents. Le coût de l'immatriculation est de 100 €. 100 €. Si vous faites la demande d'acte sur place, c'est 20 € de plus, donc ça vous coûterait 120 €. Si vous faites la demande d'acte en ligne directement sur le site de l'URSSAF, elle est gratuite. Donc là, c'est parce que vous le faites en fait sur place avec un accompagnement. Il y a le numéro qui figure en bas des formalités si vous avez un doute sur les codes, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous arrivez sur place, vous nous dites voilà, je souhaiterais faire ça, 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 et nous, on vous retrouve les codes APE. Les codes APE, les codes d'activité, c'est l'agent formalité qui s'en charge, vous n'avez pas besoin de venir directement avec ces codes. Pour le numéro de téléphone, il est juste en bas, c'est le 04 94 61 99 15. 04 94 61 99 15. Le numéro du service formalité. Autrement, uniquement pour ceux qui seront en micro-entreprise, vous avez la possibilité de vous immatriculer en ligne, de faire la formalité directement en ligne sur le site guichet-entreprise-au-pluriel.fr. Donc, le premier bloc que vous voyez en haut du diapo, guichet-entreprise-au-pluriel.fr, vous pouvez faire la formalité directement en ligne. Maintenant, il ne faut pas être trop pressé. Il y a 2 mois d'attente actuellement parce qu'il y a énormément d'immatriculation. Donc, si ce n'est pas pour une immat dans l'immédiat, faites la formalité directement en ligne en choisissant votre date de début d'activité. Par contre, si c'est pressé, malheureusement, il faut venir sur place parce qu'il y a pas mal d'attentes. Il y a énormément d'immatriculation. On va dire qu'il y a un boom des immatriculations depuis quelques mois. Je laisse un tout petit peu de temps pour les gens. Donc www.guichet-entreprise.fr et 04 94 61 99 15. Et donc, une des dernières slides pour pouvoir embêter toute l'équipe de la Chambre de métier, et notamment Ursula. On plaisante un petit peu, mais voilà, on est sur la fin, un petit peu voilà, la fin du webinaire. Exactement. Donc là, c'est la dernière slide donc avec l'adresse mail pour pouvoir nous contacter. Donc, économie au singulier 83 @cmar-du6paca.fr et le numéro de téléphone du service, c'est le 04 94 61 99 35. Donc, je répète 04 94 61 99 35. Et si vous voulez ma ligne directement, au lieu du 35 à la fin, c'est le 69. Donc 04 94 61 99 69. Voilà, je crois que vous savez tout, ou du moins presque tout. Maintenant, ce que je vous propose, si tout le monde est d'accord, c'est peut-être de passer aux questions, s'il y a des questions. C'est le plus sympa, puisqu'effectivement, comme vous l'a dit Ursula, il y a eu beaucoup d'informations, que ce soit sur la réglementation, que ce soit sur l'étude de marché, avec le focus en fait que nous a fait Pôle emploi, sur la partie statut juridique, régimes fiscaux, aspects sociaux, l'aspect entre guillemets effectivement des différents dispositifs d'accompagnement qui sont possibles pour vous au niveau de la Chambre de métier, la partie effectivement après immatriculation avec les formalités, les contacts directs. Donc voilà, on a essayé de vous faire quelque chose de complet. Donc, beaucoup d'informations, mais synthétiques à la fois. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura un replay. Donc, la vidéo est enregistrée pour que vous puissiez la revoir dans les semaines à venir. Vous aurez aussi donc, la Chambre de métier, comme elle nous l'a proposé Ursula, de pouvoir vous envoyer voilà, aujourd'hui ou demain un autre support encore plus complet. Donc voilà, c'est quand même assez sympa de leur part. Donc voilà, là on peut baser entre guillemets la suite un petit peu voilà, pendant 10-15 minutes si vous le souhaitez, et on peut répondre un petit peu à toutes vos questions, que ce soit Ursula, que ce soit Guillaume et Clara du Pôle emploi. N'hésitez pas, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant, il n'y a pas de souci, vous avez été carré, propre, machin, on n'a pas eu de bruit, c'était super. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. Voilà, si vous avez des questions, vous en profitez, c'est maintenant.
Je vous en prie. Allez, Angélique, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, on y va. Alors, moi, je souhaite créer une micro-entreprise. J'ai fait des recherches sur Internet. Alors, voilà, je voulais savoir si mes recherches étaient bonnes. Est-ce qu'on peut avoir deux activités dans la même micro-entreprise? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez avoir en fait en réalité autant d'activités que vous souhaitez. D'accord. On n'a qu'une seule entreprise, une seule micro. Par contre, c'est une entreprise individuelle, donc rattache à personne. Maintenant, vous pouvez rajouter autant d'activités que vous souhaitez. D'accord. Bah, elles ont un lien, mais on peut en avoir deux. Même s'il n'y avait pas de lien, ce n'est pas grave. D'accord. OK. C'est parti. Je vous en prie. Et du coup, pour compléter ce qui est dit, alors ça n'a peut-être rien à voir, mais par rapport à, du coup, à votre allocation chômage, si dans la micro-entreprise, vous avez différents statuts, lors le calcul que Pôle emploi va faire comme complément, il va être du coup, alors je vais essayer d'être clair, il y a différents abattements qui peuvent du coup sur le même mois être faits. C'est pas compris. Et ouais, en fait, si vous voulez, J'ai pas compris. quand vous êtes en micro-entreprise, il y a par exemple la prestation de service, Ouais, c'est il y ça. a un abattement de 50% qui est fait de la part de Pôle emploi sur votre chiffre d'affaires. Donc, en fait, D'accord. pour calculer votre complément, mettons que vous fassiez un exemple, 1000 euros de chiffre d'affaires, je suis en prestat de service. Nous, quand on va calculer votre complément, on ne va pas prendre 1000, mais on va prendre 500 euros. D'accord. Et si sur ce même mois-là, alors après, moi, c'est le côté Pôle emploi, mais je ne sais pas, s'il y a de la prestat de service et en même temps, je ne sais pas, il y a de l'achat-revente, alors je ne sais pas si c'est faisable, hein, mais mettons Non, que ce c'est soit. deux prestations de service. Bon, bah, ce sera deux, donc c'est forcément 50% alors. Mais il peut y D'accord. avoir, je ne sais pas, 50% et 34%. Enfin, en fonction vraiment de votre statut, il y a un abattement qui est fait par rapport à la prestat de service. Et sur le même mois, si c'est alors, un autre statut, je ne sais pas si c'est ce terme qu'il faut employer, mais ça peut être un autre abattement. De toute façon, on a soit, alors là, c'est Ursula peut-être qui pourra peut-être plus le détailler, soit j'ai de la prestat de service, soit j'ai de la BNC, si je Oui. ne dis pas de bêtises, soit j'ai aussi de l'achat-revente. Et en fait, en fonction de ces trois typologies-là, il y a différents abattements qui est fait de la part de Pôle emploi. Exactement, c'est exactement ce que Guillaume a dit. Par exemple, là, si c'est une activité artisanale ou commerciale que vous souhaitez faire en prestation de service, l'abattement sera de 50%. Par exemple, vous voulez faire secrétaire à domicile, donc 50%. Par contre, si du BNC, c'est les bénéfices non commerciaux, c'est quand on dépend de l'URSSAF qu'on a une activité, par exemple, libérale. Imaginons qu'à côté de ça, vous souhaitiez, je ne sais pas, je vais prendre un exemple comme ça, faire de la formation, proposer des formations pour devenir secrétaire. Pourquoi pas? Et si vous voulez faire des formations ou des ateliers, et ben dans ce cas, l'abattement sera différent. Vous aurez le même, vous avez vu, les cotisations sociales sont les mêmes parce que c'est de la presta, donc c'est 22% ou 11% sur la LAC. Par contre, l'abattement du Pôle emploi est différent parce que d'un côté, pour tout ce qui est commercial artisanal, c'est 50%, et pour tout ce qui serait libéral, donc dans les bénéfices non commerciaux, là, ça serait du coup, c'est 34% en fait. Ouais, donc, Voilà. du coup, ça, c'est vraiment important parce que dans le calcul du complément ensuite qui va être fait, on prend vraiment votre chiffre d'affaires après abattement. Ça, c'est important de le savoir parce que il y a quand même une grande différence, quoi. Merci. Merci Ursula, merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Allez, Carole, vas-y. Alors voilà, moi, j'ai une question concernant le parcours d'accompagnement individualisé, parce que finalement, moi, je suis déjà assez avancée dans mon parcours, puisque j'ai déjà mon immatriculation en tant que micro-entreprise, etc. Donc, je me suis déjà lancée. Mais voilà, je pense qu'il me manque certains points sur lesquels je me pose beaucoup de questions. Et donc, du coup, moi, le suivi des 3 premières années de l'activité, ça me semble être quelque chose qui est tout à fait cohérent avec mon besoin actuel. Voilà, donc du coup, je souhaitais savoir qui il fallait contacter parce que je ne pense pas avoir eu d'informations. Par qui on passe, qui on contacte pour pouvoir bénéficier de ce parcours d'accompagnement. Ben, vous tombez à pic parce que vous pouvez me contacter moi du coup.
En fait, on le propose, c'est moi et mes collègues, en fait. Dans notre service, on propose ces accompagnements-là. Donc, je demanderai à Julien peut-être vos coordonnées à la fin de la réunion pour ne pas troubler la Bien sûr. faire des prises de coordonnées. Et je vous recontacte du coup par téléphone et je vous propose effectivement l'accompagnement. On pourra refaire un point sur toute la micro-entreprise, faire vos premières déclarations de chiffre d'affaires ensemble, revoir les factures, les devis, les mentions obligatoires, toutes ces petites choses-là, sans problème. Merveilleux. Bah, merci beaucoup parce que je pense que ça correspond parfaitement à mes besoins du moment. Donc, en tout cas, merci pour cette présentation qui était ultra claire, ultra précise, très agréable de vous écouter. Merci à tous. Bon, je vous remercie pour tous ces compliments pour moi et mes collègues. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On est tout bon ou on en profite encore un petit peu? On en profite encore un petit peu. On vous a sous la main. Concernant les revenus Pôle emploi, alors si on garde les financements, enfin l'indemnité du Pôle emploi, est-ce qu'il se base sur nos revenus actuels, c'est-à-dire on conserve la même somme ou c'est additionné au chiffre d'affaires pour la création d'entreprise? Là, la question, c'est qu'est-ce que Pôle emploi va faire chaque mois? Qu'est-ce qu'on va vous indemniser en fait? Exactement, oui. Alors en fait, on va prendre votre allocation actuelle et en fait, si vous voulez, pour calculer ce que du coup vous allez percevoir une fois que vous aurez fait votre actualisation et le complément qui va être fait de la part de Pôle emploi, on va prendre encore une fois donc, le chiffre d'affaires après abattement. Je te rappelle. Et on va. Mais il est basé. Alors, si c'est la question, mais je pense que c'est celle-ci, le complément, il est calculé et il est basé sur votre allocation actuelle. L'exemple le plus simple, mettons qu'il y a un mois où vous ne faites pas du tout de chiffre d'affaires, et ben on va prendre le montant que vous percevez aujourd'hui d'ARE, multiplié par 30 ou par 31, et c'est ce qu'on va vous verser début du mois suivant, une fois que vous aurez fait votre actualisation et que vous nous aurez transmis votre attestation sur l'honneur ou votre déclaration de chiffre d'affaires à zéro pour calculer le complément. Est-ce que c'était ça votre question? Parce que je suis un peu parti dans le… Oui, c'est pareil que quand on a un emploi et qui ne couvre pas C'est ce que j'allais vous dire, exactement. Exactement. C'est le même principe que si demain vous reprenez une mission intérim ou un CDD de 3 mois, c'est exactement le même principe. Okay. Tout à fait. Et si, alors pareil en fait, là aujourd'hui, l'allocation et le chômage, la réglementation actuelle, j'ai des droits, j'ai de nouveaux droits qui pourraient m'être versés. Donc, je ne sais pas ce que Pôle emploi va faire. Est-ce qu'on peut faire un recalcul maintenant? Est-ce que je vais au bout de mes droits et Pôle emploi ensuite recalcule un droit? Aujourd'hui, si vous voulez, il vous reste des droits actuellement sur un droit qui a été calculé, je dis n'importe quoi, en 2007 ou en 2018. Après cette période-là, si j'ai repris une activité et que Pôle emploi ne s'est pas encore servi de ces salaires-là pour calculer un droit, la réglementation actuelle, on épuise les droits que vous avez en cours. Et une fois que ces droits-là seront soldés, on fera ce qu'on appelle un rechargement de vos droits avec toutes les périodes d'emploi qui n'ont jamais servi. Donc, potentiellement parlant, alors là, sans vous embrouiller, mais éventuellement, vous reviendrez vers nous pour qu'on regarde dans les détails, même individuellement. Mais ça peut vouloir dire que vous avez en gros 2 droits. Alors, quand je dis 2 droits, c'est le droit que vous avez aujourd'hui. Et c'est un autre droit qui sera calculé une fois que celui que vous avez en cours est fini. Parce que voilà, la réglementation actuelle, c'est j'ai des droits, je les épuise et une fois qu'ils sont soldés, Pôle emploi recharge un droit. Mais le fait que vous soyez en micro-entreprise ou en société ou en entreprise individuelle ne fait pas obstacle à l'étude d'un possible rechargement derrière. Voilà. Comme vous le dites, c'est le même principe que si vous reprenez une activité salariée. C'est exactement la même chose. Alors, ça va. Merci beaucoup. Après. Merci Guillaume du coup pour ces éclaircissements. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Et après, je pense qu'on va clôturer. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Julie, donc, je suis Julie B. J'ai une petite question. Donc, bon, merci pour le webinaire et merci de m'avoir accueilli en dernière minute. Pas de souci. C'est très intéressant. Petite question pour Pôle emploi. Est-ce qu'on peut… Je suis intermittente du spectacle.
Actuellement, je ne suis pas sûre que ça fait 15 ans que je suis intermittente, je ne suis pas sûre de continuer dans cette voie-là parce que c'est très compliqué. Hein. Ouais. Le boulot, on commence à avoir le droit de travailler, mais le boulot, là, il n'y en a pas. Même si on a le droit de bosser. Donc, d'où peut-être changer de boulot. J'ai des copains qui ont des activités parallèles via la micro-entreprise. Est-ce que ce statut est toujours, ça n'a pas bougé? On peut toujours glisser comme ça. Bon, après, il y en a qui n'ont pas, qui sont pas rentrés en micro-entreprise et ont lâché l'intermittence. Ils ont deux jobs différents et ils déclarent leurs revenus. Et puis après, ça rentre dans un calcul qui est un peu plus particulier que le cas général. Voilà. Donc ça marche toujours. Ah oui, bien sûr, oui, sans problème. Voilà, parce que je crois que je vais devoir passer par. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé là depuis plus d'un an, c'est sûr que ça n'a pas dû aider, quoi. Puis le boulot ne repart pas, hein, même si les mesures sanitaires se lèvent, l'argent n'est plus là. Donc, si les gens ne viennent pas faire du business, nous, du travail, on n'en a pas. Pas le spectacle qui nourrit ce système, c'est l'événementiel, c'est tout ça qui nourrit. S'il n'y avait pas l'événementiel, le spectacle en général ne fonctionnerait pas. Enfin, en tout cas, ça serait encore plus subventionné par l'État. Donc, bref. Parenthèse, on n'en parle plus. Merci. Merci Julie, du coup, pour cette question. On prend une toute dernière question et après, je pense qu'on va arrêter. Est-ce qu'il y a la dernière question de la dernière? Non. Merci pour cette réunion d'information. Merci. Bon, si tout... voilà. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.